Salut les terriens, bienvenue dans la saison 3. Comme vous le savez, désormais, l'émission s'organise autour d'un invité principal. Et ce soir, c'est Bernard Laporte. Bonsoir. Bernard Laporte, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça fait 1 an que vous êtes secrétaire d'État au sport, à la jeunesse et à la vie associative. C'est l'heure du bilan, et je crois qu'on peut le dire. Putain, il séduirait d'être ministre. Non, c'est pas dur, c'est passionnant. Ouais. Alors, Bernard, nous parlerons de ces premiers 12 mois, mais aussi de votre vie, de votre destin, de vous, quoi, en général. En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Guy Carlier, qui nous parlera de son émission 8 ans de boucherie. Christophe Alévèque nous rejoindra, qui publie Décodeur médiatique du 21e siècle. Et en P3, nous recevrons Yasmina Kadra, dont le livre « Ce que le jour doit à la nuit » connaît un grand succès, mais n'est pas sur la liste des prix littéraires cette année. Le seul prix qu'il a eu, le pauvre, c'est un prix vert à la FNAC. L'émission s'appelle « Salut les terriens » et l'orchestre Les Gréments de Fortune. Bernard, donc vous êtes ministre depuis 1 an, c'est l'heure du bilan. Au moins, une chose est sûre, on ne vous a pas vu en Dior sur la couverture de Paris Match, vous au moins. Alors, les points positifs d'abord. La loi sur les produits dopants a été adoptée. Et ça nous a beaucoup aidé durant le dernier Tour de France. Ouais. Et ça nous a permis tout simplement d'arrêter Rico, enfin d'aller perquisitionner Rico, Pipioli. Il y a un mec qui s'appelle Pipioli. Piepoli. Piepoli. Ouais. Et Armstrong, alors, s'il fait la course, qu'est-ce qui va se passer? Armstrong, il devra tout simplement se soumettre aux lois antidopage s'il veut venir. Il y a aussi la loi sur les agents sportifs qui va être bientôt adoptée. Nous, ce que nous voulons, c'est d'abord moraliser ce secteur d'activité, les agents de joueurs. Ouais. C'est vrai, quand on parle d'agents de joueurs, de suite, on se dit c'est malsain. On pense aux valises, ouais, on pense aux blacks. Exactement. Alors, il y a aussi le rapport sur la compétitivité des clubs français et sur l'état des stades qui sera bientôt rendu. J'ai donné une mission à Éric Besson, c'est justement faire un audit sur la compétitivité des clubs français. Ouais. Et donc, il a étudié de long en large, c'est le cas de le dire, pourquoi le football anglais, pourquoi le football italien est meilleur que le nôtre, et pourquoi leurs budgets sont beaucoup plus conséquents que les nôtres. Ça passe d'abord par une chose, et qui est le second rapport, c'est les stades. Ouais. Les stades ne peuvent plus servir aujourd'hui, je dirais, à organiser que des matchs de football. Il faut d'autres recettes, ce qu'on appelle des recettes supplémentaires autour des stades. Et c'est des cinémas, c'est des restaurants, c'est peu importe, c'est des activités commerciales qui font que on apporte des recettes supplémentaires au club, et donc se permet d'avoir des budgets plus importants. Il y a le plan banlieue. Ce que je veux, effectivement, c'est aider plus ceux qui ont moins, tout simplement. Et dans le cadre de mon Tour de France de la jeunesse, que je réalise depuis 1 mois et demi, je fais pratiquement 2 déplacements par semaine, je vais voir les jeunes, et je m'aperçois qu'il n'y a pas d'égalité des chances. C'est pas vrai. Et donc, ce que je veux, encore une fois, c'est résoudre ce problème en faisant en sorte que les jeunes des quartiers ils aient autant de chances que les autres d'accéder aux formations, d'accéder aux métiers beaux, aux très beaux métiers. Je regarde que dans mon ministère, c'est pour ça que je vais parler que dans mon ministère, je ne veux pas que les gens des quartiers soient simplement à l'entretien. Ouais. Pourquoi je n'en vois pas dans les bureaux? Pourquoi il n'y en a pas dans les conseils d'administration des fédérations, par exemple, aussi? Mais pourquoi il n'y a pas des gens issus de l'immigration qui sont à des postes importants au niveau des fédérations? Alors voilà, ça c'était le positif. Puis après, il y a le négatif. C'est vrai que c'est un peu la boîte à gaffe. Ça commence avant votre entrée en fonction, quand vous faites lire par un joueur du 15 de France la lettre de Guy Moquet avant le match France-Argentine. C'était merveilleux, c'était un moment entre nous. Ouais. On en a fait d'autres moments comme ça. Ouais. Alors, Bachelot, ça se passe bien avec elle? Très bien. Là aussi, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui se sont dites. Personnellement, j'ai plaisir à travailler avec elle. Ouais. Vous la verriez pas plutôt à l'agriculture, Roselyne Bachelot? Bon, alors, le 18 janvier, on constate qu'on n'atteint pas les 3% du budget consacré au sport, pourcentage qui avait été annoncé par le président. Et vous vous dites, quand on vous dit ça, vous dites oui, mais enfin, tout ça, c'était des promesses électorales. Jamais dit ça. Ah bon? Jamais dit ça. D'accord. Non, ce que j'ai dit, c'était 3% sur la mandature. Ouais. Voilà. On n'y est pas encore là. Ah non, d'accord, oui. En 2012, ça sera fait. 3% du budget national pour le sport en 2012. Mais il faut tout compter aussi dans le sport. Après, vous savez... Alors, le voyage de Fillon aux Antilles. Vous dites, je n'y suis jamais allé aux Antilles, et ça me fait plaisir de voir les Antilles de vive voix. Sincèrement, je n'ai jamais fait, je sais pas. Ouais. Je sais pas d'où ça sort. C'est une vanne, quoi. Non, c'est pas une vanne. Une vanne terrible, enfin, c'est une vanne.
Bon, l'histoire de Pierre Aliquer, là, qui a 101 ans, vous le voyez, et vous dites, bah, lui, il fera pas le tournoi l'année prochaine. Pareil, je ne sais pas qui a pu dire ça. Ouais. Moi, je vous trouvais drôle. Non, si vous dites à chaque fois que c'est pas vrai, je trouve moins drôle. D'abord, ce serait méchant. Oui, ce serait pas sympa. De parler de quelqu'un qu'en plus qui nous a vraiment merveilleusement reçus. Et puis, je suis désolé, mais pour 101 ans, il est vraiment en très grande forme. Alors voilà, et récemment, évidemment, là, on arrive à la cerise sur le gâteau, Bernard. Je tenais à dire que je ne suis pas le père de l'enfant que porte Rachida Dati. Ça, vous l'avez dit, ça. Ça, je l'ai dit. Mais je l'ai dit parce qu'encore une fois, la rumeur, je crois qu'elle est bonne pour personne. Donc, ce qu'il faut dire, en fait, c'est qu'il y a une vidéo qui circule sur le net où on vous voit marcher dans les jardins de l'Élysée, la main dans la main avec Rachida, parce qu'en fait, elle est en talons sur du gazon. Donc, pour pas tomber, elle vous donne la main, parce que vous êtes un homme fort, quand même, voilà. Et en fait, de là est partie une rumeur disant que vous pourriez avoir une aventure avec Rachida Dati. Mais ce qui vous a gêné, c'est qu'à l'université de Bordeaux, on en parlait à votre enfant, votre fille. Moi, j'aime beaucoup Rachida, que les choses soient claires. Et j'ai pas dit ça ni pour la blesser, ni pour la vexer. Mais j'ai tenu à faire en sorte qu'il n'y ait plus de rumeurs sur moi. Voilà. Tout simplement. Parce qu'effectivement, si je l'ai dit, c'est qu'il y avait des rumeurs. Et quand ma fille est venue me voir, me disant, mais attends, qu'est-ce qu'on m'a dit à l'université, etc., j'ai dit, ça va trop loin. Effectivement, donc sur Internet sans arrêt. J'ai des amis qui m'appelaient de partout, qui me disaient que ça sortait dans tous les journaux, donc j'en ai eu un petit peu marre. En fait, vous avez la vérité, si vous avez préféré démentir, parce que vous aviez peur que l'enfant naisse chauve. Et qu'on pense à vous immédiatement. C'est ça, vous avez dit. Alors, BHL, Bernard-Henri Lévy a dit, cette bande de petits mâles et de porcs qui défilent pour dire qu'ils ne sont pas le père de l'enfant de Rachida Dati, c'est absolument immonde. Vous pensez qu'il pense à vous en tant que petit mâle ou en tant que porc? Je me suis expliqué avec lui, je l'ai eu. Donc ça, c'est réglé? Ouais, je lui ai au téléphone, il s'est excusé. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y a moins des choses. Non, mais c'est important. Comment vous insultez les gens sans savoir? Ouais. Tout simplement. Et vous savez pas qui est le père de l'enfant de Rachida Dati? Bon, alors pour finir, l'histoire de la Marseillaise, donc, qui a été sifflée. Alors, sur le Bondi Blog, vous dites, si la Marseillaise est sifflée, je pars. Là, c'est clair, comme Chirac l'a fait il y a quelques années, je pars. Et en fait, vous êtes resté. D'abord, effectivement, quand je suis arrivé au stade, j'ai découvert notamment la campagne de communication qu'avait mis en place la Fédération française de football et qui était très bien. C'est que les joueurs allaient sortir de façon intercalée, main dans la main. Ils allaient rester comme ça durant les hymnes. Je me suis dit, ça déjà, première chose, magnifique. Deuxième chose, la chanteuse franco-tunisienne qui descend, l'âme, qui descend toute seule chanter a cappella la Marseillaise, magnifique, quel courage. Alors qu'elle sait que ça ne va pas être facile, pas être simple. Donc je dis, merveilleux. Et puis, on me dit Ben Arfa, le joueur français, a été sifflé dès qu'il va rentrer. Oui, parce qu'il a préféré jouer en France qu'en Tunisie. Oui. Dès qu'il va rentrer en cours de match, parce qu'il était remplaçant, il va se faire siffler. Et là, tout ça, je me suis dit, mais si je pars, je suis un lâche. Comment je pourrais regarder après Ben Arfa et lui dire, tiens, tu sais, je suis ton ministre des Sports. Mais si je me suis mis à sa place, j'aurais dit non, vous n'êtes pas mon ministre des Sports, vous êtes un lâche. Siffler l'équipe de France encore, mais siffler la Marseillaise. Non, l'équipe de France, c'est intolérable. Bon alors, vous avez déclaré qu'il n'y aura plus de matchs contre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie au Stade de France. Ça sera en province. Le public sera plus sain. Oui, je suis désolé, j'ai employé un mot correct, moi. Il y a d'autres gens qui ont dit que ce sont des voyous et je suis pas loin de le penser. Donc, si on va en province, d'abord les stades sont plus petits. On n'a pas besoin artificiellement de les remplir. Parce qu'il faut aussi dire les choses comme elles sont. D'accord. Quand je dis artificiellement, c'est d'envoyer des invitations partout pour dire à nos sponsors, oui, mais on joue devant un stade plein. Je crois qu'encore une fois, prenons les mesures, nous, les gens du sport, pour faire en sorte que ça se passe bien. Mais on va quand même continuer à jouer contre ces pays-là. Il faut. Ah oui, parce qu'on gagne. C'est les seuls contre lesquels on gagne. Voilà. Alors évidemment, il y a une bronca médiatique épouvantable après ça. Razi Hamadi du PS a parlé de dérives racistes et xénophobes. Il a demandé votre démission. Hein. Vous l'avez pas écouté? Mais je dis la vérité, je ne sais pas qui c'est. Bernard, est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez mieux fait de la fermer et de laisser Bachelot embrouiller tout le monde avec des discours politiques, quoi? Non, j'aurais mieux fait de partir, c'est ça, mais non. Non, je sais pas. Ça aurait été facile. Non. Alors, Bernard, il vous plaît ce job ou pas? Ah oui, il me plaît. Ça va? Mais bien sûr qu'il est passionnant. C'est vrai que vous êtes candidat aux prochaines européennes? Non. Pour le moment, ça serait pas mal que vous ayez un mandat du peuple. Ça vous donnerait, sérieusement, une légitimité d'être élu quelque part. Il y a bien un coin, ils vont voter pour vous, Bernard. C'est la question que je me pose. Je me dis, si jamais tu veux continuer à faire de la politique, effectivement, il faut aller au bout des choses. Regardez Villepin, il n'a jamais été élu, ça lui coûte. C'est bien, n'importe quel connard du monde qu'il est élu, il est respecté. Bon. Alors Bernard, tout ce buzz médiatique, justement, qu'il y a eu contre vous ces dernières semaines, ces derniers jours, est-ce que c'est pas dû simplement au fait que vous ne faites pas partie du sérail, si vous n'êtes pas comme eux? Vous n'avez pas fait Sciences Po, vous n'avez pas fait l'ENA. Est-ce que c'est pas du racisme social?
Non, je crois pas. Non. Ce serait grave si c'était ça. Ouais, pensez pas que les bourgeois sont capables de ça. Moi, oui. Non, donc votre père, effectivement, il travaillait à l'EDF, hein, sur les poteaux, Oui. sous la pluie, sous le vent, et il montait les câbles. Oui, mon papa travaillait beaucoup. Ma maman, surtout, travaillait beaucoup. Elle se levait à 4 h du matin, elle distribuait les journaux jusqu'à 8 h. Ouais. Et ensuite, elle allait faire des ménages jusqu'à 20 h le soir. Oui, Pour pas grand-chose, en plus. Il fallait élever 5 enfants. Mais moi, je me plains pas de ça. Je crois qu'encore une fois, si j'ai pas eu la proximité vraiment de mes parents, ce qu'ils m'ont donné, c'est d'abord l'envie du travail et le respect des gens. C'est pour ça que je ne peux pas accepter qu'on puisse dire que je me sois moqué de ce monsieur de Saint-Guenan. C'est pas possible. Alors, il y a une chose aussi, peut-être que vos adversaires sous-estiment, c'est votre volonté. Parce que quand on s'intéresse un peu à votre biographie, on s'aperçoit donc qu'à 21 ans, vous êtes victime d'un grave accident de voiture. Vous plantez à 120 km/h dans un platane. Et là, évidemment, plus question de jouer au rugby. Vous savez que ça prendra des années avant de recommencer. Et vous aimez tellement ce sport, c'est tellement tout pour vous, que vous faites amener en voiture au bord du stade et vous regardez les matchs du fond de votre voiture en étant évidemment encore handicapé. Et vous notez les passes, vous regardez comment les gens jouent, etc. Ce qui vous aidera évidemment, bien sûr, plus tard pour votre boulot d'entraîneur. Quand le médecin m'a dit à l'hôpital militaire de Bordeaux, quand il m'a dit « je crois que le rugby c'est fini », effectivement c'était pour moi une première mort. Ouais. Et je me suis dit, moi je veux rester dans le rugby. Et donc j'ai basculé de suite, je me suis dit, mais si jamais tu peux plus jouer, il faut que tu entraînes. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai été voir des entraîneurs, j'ai acheté des bouquins effectivement sur l'entraînement, etc. Et donc je m'y suis mis très tôt. Ouais. Et puis ça m'a servi, puisqu'après à 29 ans, ben, j'ai véritablement entraîné. Bon, et puis alors, votre avenir politique dépend avant tout de Sarkozy, qui est quand même votre soutien numéro 1, non? Moi, j'ai été élevé par un papa qui était... Ah, c'était Mitterrand chez vous, Mitterrand, hein? Mais Mitterrand à Donf. Ouais, Mitterrand, ouais. c'était Dieu. Ouais, ouais. Et donc, quand j'ai rencontré Nicolas Sarkozy pour la première fois, hein, donc sur le bassin d'Arcachon, j'ai été séduit par le personnage. Puis après, c'est question de feeling, quoi. Mais oui, j'ai été émerveillé par le personnage qui donne envie, tout simplement, de l'accompagner. Vous parlez dans la journée, vous vous appelez, il paraît que vous êtes un des seuls qui pouvait l'appeler sur son portable, c'est pas vrai? Vous croyez que je vais le déranger Ouais, quand il est avec Bush. Oh, Nicolas, comment ça va? Non, vous faites pas ça. Non, pas du tout. Accepteriez-vous que votre femme fasse une soirée avec Nicolas Sarkozy? Bien sûr. Ah oui, vous n'auriez pas peur qu'il... Non. Ah non, vous faites confiance à votre femme. Comme vous le savez, en P2, nous accueillons de nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Ce soir, Guy Carlier. Guy, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Bernard Laporte? Oui, bah oui, comme tout le monde. Mais je commence à avoir des activités dans le sport, donc je Bah oui, vous êtes à m'intéresse un Stade petit 2. peu. Je suis un peu à Stade 2, oui. Oui. Et alors, vous tirez quel bilan de sa première année de ministre, hein? Il va y arriver, vous croyez? Je sais pas. C'est une lutte contre les puissances du mal, de Bah l'argent. voilà. Et là, je crois qu'il va être terrassé par l'argent. J'ai un peu peur de ça, ouais. Je fréquente un peu le monde du foot, qui est le monde du rêve de mon enfance. Et tu vois les types maintenant, tu sais, ils marquent un but, ils embrassent les cuissons pour faire croire qu'ils ont l'amour du maillot. Et à la fin du match, ils appellent leur agent pour les changer de ce club de merde. Tu vois, voilà, on en est là, quoi. Il y a ce cynisme-là dans le foot. Tu t'y connais en foot, toi? Ouais, vachement. Pourquoi tu soutiens le PSG? Bon alors Guy, vous êtes ici ce soir parce que vous avez une confession à faire devant la France entière, un secret à avouer, un truc qui doit sortir, et vous avez choisi Salut les Terriens pour le dire, et j'en suis très, très flatté. Bon, on le dit? Bon ben voilà, Guy Carlier travaille avec Bataille et Fontaine. Je trouve qu'ils faisaient des émissions qui étaient plutôt des émissions de merde sur TF1. C'était mon boulot de déconner avec ça. Je me suis amusé avec ça pendant des années. Le rideau, le machin, le truc. Là, ils m'ont proposé une émission que je trouvais très digne, très classe, qui est probablement le truc le plus intéressant qu'on m'ait proposé en télé. J'ai dit oui. Vous avez pas honte de le dire, quoi, en gros? Bah non. Si tu pouvais éviter de rajouter en gros à la fin de tes phrases. Il y a un autre scoop donc ce soir, c'est Bataille et Fontaine ne sont pas des cons. Oui, mais j'ai jamais pensé qu'ils étaient des cons. Parce qu'il faut pas être con pour faire des émissions de merde sur TF1. Faut être malin. Ah bah non, ah bah non, ah bah non. D'accord, alors donc vous collaborez avec Bataille et Fontaine
pour une émission sur Jimmy qui est diffusée lundi soir et qui s'intitule 8 ans de boucherie, qui est consacrée à George Bush, donc l'homme à qui l'on doit la guerre avec les musulmans, la mort du protocole de Kyoto, le krach de l'économie mondiale. Il a un bon bilan, lui. On regarde à quoi ça ressemble. President of the United States. So help me God. George Bush vient de passer 8 ans à la tête des États-Unis d'Amérique. Well, where should I start? Si vous voulez connaître sa vie, son œuvre, We were right to go into Iraq. ses gaffes et ses conneries, I think it's si vous voulez saluer son départ en souriant, c'est sur Jimmy. Le président sortant se fait tailler un beau costard par Guy Carlier. 8 ans de boucherie, lundi à 20h45 sur Jimmy. Voilà, Guy Carlier, 8 ans de boucherie, lundi sur Jimmy, produit, je répète, par Bataille et Fontaine, voilà. Bon, alors eux aussi, hein, ils vous aiment beaucoup, hein, ils aiment beaucoup Guy. Ils ont dit, nous avons tous les deux envie de nous paxer avec lui. Plan A3. Quand je pense que vous avez balancé sur eux, quand même. Mais en fait, c'est votre démarche habituelle, hein. Vous tapez sur les gens, c'est très répétitif, hein. Et d'un coup, vous devenez les meilleurs amis du monde. Le Perse, par exemple. Alors voilà, est-ce que tu peux imaginer qu'aujourd'hui, en 2008, je continue à allumer Julien Lepers? Ah ben regardez-le avec ses cravates de réfugiés afghans, tu vas pas... Non mais je suis pas obligé de devenir ami avec eux. Quand même. Tu disais que j'étais paxé avec Bataille et Fontaine. Lepers, c'est pire. J'ai passé 3 nuits dans un hôtel de Kiev, en Ukraine, avec Julien Lepers. Tu ne peux plus être le même homme avec ce garçon. Non, j'ai fait l'Eurovision à France 3, ils m'ont demandé de faire l'Eurovision avec lui. Est-ce que c'est le syndrome de Stockholm? C'est-à-dire qu'on finit par... mais il y a de... Attends, il y a quelque chose du syndrome de Stockholm. Tu finis par adorer tes ennemis. Alors, je vais te donner un exemple. Je fais une chronique incendiaire sur Nadine Morano que je découvre à la télé. Ah oui, Nadine, ah oui, oui. Écoute-moi, je la vois à la télé et le lendemain sur Inter, je fais une chronique terrible où je dis, ça y est, on a la parité en politique, les femmes sont aussi vulgaires que les hommes, etc. Enfin, tu vois, un truc terrible sur cette femme, primaire, machin, etc. Et elle devient ministre de la Famille. Et là, je la vois, c'est des dossiers difficiles, la fin de vie, tu vois, les choses comme ça. Et je la vois un soir, c'est juste un plan au JT, écouter des mecs parler de l'euthanasie, enfin, d'une femme, etc. Et je la vois écouter avec une espèce de ride, tu sais, d'attention, qu'on ne peut pas jouer, quelque chose dans les yeux. Et je me dis, mais... la vraie femme populaire du gouvernement, c'est pas Rachida Dati. Comment tu peux être l'idéal en venant des banlieues pour aller avenue Montaigne, quoi? C'est l'anti. C'est l'inverse. Rachida Dati, elle a trahi sa classe sociale. Oui. C'est c'est une vraie femme populaire. Elle vient de Toul, elle assume. Et je me dis, elle ne joue pas. On passe maintenant donc aux commentaires de l'actu de la semaine avec les infos de Blacko. Avec plus de 10 points d'avance dans les sondages, rien ne peut empêcher Obama d'être élu, sauf l'effet Bradley. L'expression fait référence à Tom Bradley, battu en 82 à des élections en Californie, alors qu'il était en tête de tous les sondages. Bradley étant noir, certains électeurs ont été rattrapés par leurs préjugés racistes dans l'isoloir. Heureusement, ça ne risque pas d'arriver à Obama, puisqu'il n'est pas noir. Pour bien le rappeler, Obama a annulé cette semaine des meetings pour se porter au chevet de sa grand-mère malade. Tous les médias ont donc montré la photo de sa grand-mère blanche. Rien de tel pour conjurer l'effet Bradley à 2 semaines du scrutin. Enfin, l'union sacrée pour l'écologie. Les députés socialistes ont voté pour le Grenelle de l'environnement. À ce sujet, des chercheurs américains ont découvert qu'on polluait beaucoup plus en mangeant qu'en roulant en 4x4. Une famille américaine produit 8 tonnes d'équivalent carbone par sa consommation alimentaire, contre seulement 4 tonnes et demie pour ses déplacements en voiture. Bref, plus on bouffe, plus on contribue au réchauffement de la planète. Du coup, au PS, il était temps de remplacer François Hollande parce que son bilan carbone doit pas être fameux. Si tout le monde aimait bien Sœur Emmanuelle, en revanche, Sœur Emmanuelle n'aimait pas tout le monde. Par exemple, l'hiver dernier, elle avait écrit au président de la République pour le dissuader de se marier avec Carla. Et il y a encore 3 semaines, quand un journaliste belge lui a demandé ce qu'elle pensait de Carla, elle a enfoncé le clou. Carla, je l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'on m'a dit qu'il y a des photos d'elle, elle n'est pas très habillée, qui paraissent. Moi, j'aime pas ça pour les premières dames de France. Comme quoi, Sœur Emmanuelle, elle était pas si sympa que ça. Tandis que Carla, elle, ça c'est une vraie gentille. Jamais elle ne dira du mal de Sœur Emmanuelle. Tu t'en vas à l'intérieur.
lumière du souvenir. Voilà, c'était les infos de Blacko. Mise en image de Julien Grap. Voilà. Christophe Lévesque nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Christophe, vous connaissez Bernard Laporte, Guy Carlier. Oui. Le rugby, ça vous connaît, Mont-Solémine, Mont-Chanin. Il y avait quand même 3 mecs à Mont-Chanin, les 3 frangins, là, ils n'étaient pas faciles. Hein. Ben, c'est-à-dire que c'était des matchs de rugby à l'ancienne. Ouais. Comme ils n'étaient pas très techniques, on peut dire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils arrosaient le terrain de façon à ce que le match se joue dans la boue. Et, C'est la première fois depuis le début de l'émission que je le vois rire, franchement. Là, ça le fait marrer. Alors, vous publiez, Christophe, Décodeur médiatique du 21e siècle chez Chifflet et compagnie. C'est un livre sur la novlangue, en fait, sur cette langue médiatique où les mots n'ont pas leur vrai sens. Et vous essayez de retrouver le vrai sens des mots. Il y a 365 mots que vous revisitez. Et donc, on peut en lire un par jour. Ouais, donc vous pouvez mettre le c'est ce que j'allais dire, oui. Aux toilettes. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Et puis ça en fait un c'est le livre idéal pour... Excusez-moi, mais pour les chiens. Tiens, oui, merci. C'est... Non, mais c'est vrai. Mais oui, Je vous aide en disant ça. Merci, monsieur. Bon, alors on reprend avec les infos de Blacko. Donc Obama, bon, c'est réglé, il est élu, là, Obama, non? Moi, j'ai lu, il y a peu de temps, l'article d'un psy qui expliquait que c'était impossible, que dans l'isoloir, que les gens, compte tenu de leur structure mentale, les Américains, votent pour Obama. Ouais. Et effectivement, on voit cette histoire de grand-mère, il y a une part de com', puisque la grand-mère est sûr, blanche. il s'est arrêté pour sa grand-mère blanche, et pour éviter l'effet Bradley, évidemment. Méfions-nous des psys, Guy. Moi, je me rappelle d'un article avant l'élection de Sarkozy où un psy disait « c'est impossible que cet homme soit élu », et voilà. Bien, alors, sœur Emmanuelle qui meurt à 99 ans. Putain, caramba, tu vois, c'est à 3 semaines près, quoi. C'est horrible, hein. Je me souviens d'une émission de Michel Drucker où elle avait été invitée et Gueluc avait fait un billet, vous savez, c'était un billet censé flatter l'invité, etc. Et là, il lui disait « Oui, sœur Emmanuelle, mais enfin, il y a toute une partie de votre vie qu'on ne connaît pas, c'est la coke, les Chippendales, les machins, les... » Et elle avait très, très mal pris le truc, mais vraiment, la coke c'était... ou les Chippendales? Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez, vous? C'est pas gentil, ce que tu dis. Vous l'aimez bien, sœur Emmanuelle? Oui, bien sûr, je l'aime bien. Tout le monde moi, je fais attention parce qu'après, on va dire que j'ai dit des choses désagréables. En fait, il est marrant. Il est marrant, Bernard, il fait super gaffe. Attends, ça c'est le genre de connerie politiquement correcte qui me saoule. Dire à un monsieur de 101 ans, il va pas faire le tournoi. Non, mais même qu'il le dise, c'est drôle. Oui. Bon, alors maintenant, pour répondre, sœur Emmanuelle, elle jouera pas le tournoi non plus. Voilà, et ben voilà. Ce qui est dit est dit. Donc, en hommage à sœur Emmanuelle, on va faire un quiz. Sœur Emmanuelle ou Emmanuelle, celle du film. Voilà, alors, elle avait fait vœu de chasteté. Écoute, on ne sait plus, on attend le livre. Sœur Emmanuelle, évidemment. Oui. On l'a beaucoup vue sur M6 tard le soir. Emmanuelle. Bonne réponse. Les jeunes l'adoraient. Oh bah les deux. Les deux. Bonne réponse. Très bien. Elle s'appelait en fait Clémentine. Sœur Emmanuelle. Oui. Elle était belge d'ailleurs. L'autre s'appelle Sylvia Christel. Elle s'est donnée corps et âme. Les deux. Elle était à la retraite et c'était plus raisonnable. Les deux. Les deux. Tu joues pas trop, toi. T'as peur de dire une connerie. T'as peur de faire... Il se dit, je vais dire une connerie. Demain, ça va être sur tous les blogs d'Internet. Elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Ah, les deux. Les deux. Les deux. Une sainte. Ça dépend des points de vue. Voilà, on continue le commentaire de l'actualité avec les infos de Blacko, deuxième partie. On se demandait bien pourquoi Sarkozy avait soutenu la candidature de DSK pour la tête du FMI. C'est quand même son principal concurrent pour 2012. Ben maintenant, on comprend mieux. Mais bien sûr, c'était un piège. Dès l'an dernier, on pouvait lire dans l'idée que le problème de Strauss-Kahn, c'était son rapport aux femmes et qu'il allait avoir de gros problèmes aux États-Unis.
Et ça n'a pas manqué, comme au Baltrap. On laisse la cible monter bien haut dans le ciel et bing! Trop fort ce Sarko. À qui le tour? Puisqu'on veut moraliser les marchés, pourquoi ne pas s'attaquer aux paradis fiscaux? Rendez-vous compte, ils abritent plus de 10 000 milliards de dollars, soit 4 fois le PNB de la France. 5% de cet argent serait lié à la corruption, 35% au crime et 60% à l'évasion fiscale. L'Allemagne veut donc inscrire la Suisse sur la liste noire des paradis fiscaux, tandis que le président Sarkozy a demandé au Luxembourg de faire un petit effort. On ne peut pas se battre à l'extérieur de notre continent contre certaines pratiques et les tolérer sur notre continent, c'est tout. Et si, au lieu de demander poliment, la France envahissait le Luxembourg? Rien de tel qu'une bonne guerre pour sortir de la crise. Les Luxembourgeois ne sont que 500 000, et comme leur pays est tout plat, ils ne pourront même pas se cacher dans les montagnes, comme les talibans suisses. Maintenant, si on n'est pas sûr de les vaincre, eh ben, on peut toujours bombarder Monaco. Voilà, c'était les infos de Blacko. Mise en image de Julien Grabon. C'est vrai que Juncker, c'est quand même le roi du paradis fiscal. Et il est là, ça ne le dérange pas. Hein. Et quand Pujadas le lui dit, il s'énerve. Vous l'avez pas vu, ça? Il y a Juncker qui est interviewé au Journal de France 2 par Pujadas, qui est assez pugnace, il faut reconnaître. Bon journaliste. On passe un sujet où on démontre le blanchiment de l'argent. Et Arlette Chabot s'excuse. Ouais, tu parlais de syndrome de Stockholm tout à l'heure, mais ça, pour le coup, c'est une vraie lâcheté. De désavouer comme ça le travail qu'elle a forcément validé au moment où ça s'est fait, et d'envoyer, et après de dire, parce que lui communique sur cette lettre, et a dit « Ah ben non, c'était une lettre privée ». Ouais, non, elle s'excuse au nom de France Télévisions, qui est quand même le service public. On nage quand même en pleine hypocrisie avec cette crise financière, hein, que ce soit à droite ou à gauche. Enfin, le système devait s'auto-réguler, si j'ai bien compris, de lui-même. Hein. Oui, c'était ce qu'on nous a expliqué. Voilà, mais qui a fait quoi? Et quand j'entends quand même le Sarkozy dire qu'il faut punir les responsables, je pense qu'il faudrait lui passer les menottes, quoi. Parce qu'il défend ce système-là quand même depuis 30 ans. Bernard, alors, Sarko, c'est vrai qu'il a fait un virage un peu brutal à Toulon. Il renie un peu, finalement, parce qu'il faut se souvenir que, attends, il était pour les taux variables, Sarko, en 2006. Il renie rien du tout. On a un discours où il était pour les taux variables. Heureusement qu'il est là, sincèrement. On le dira jamais assez, ça. Hein. Alors, Bernard, faut arrêter quand même de dire n'importe quoi. Il fait une campagne électorale dans laquelle il ramasse, il balance un filet dérivant à gauche en disant « Je veux moraliser le capitalisme ». Il a dit cette phrase-là. Après, il ne se passe rien. On s'en fout. Il n'a pas du tout envie de moraliser. Et on arrive à cette crise qui est une crise d'immoralité du capitalisme. Donc là, il y a une contradiction. Il est face à cette contradiction. Oui, mais une crise qui est née où? On ne va pas dire qu'elle est née aux États-Unis. La caisse d'épargne, c'est des mamies qui vont placer leur argent. Pourquoi la caisse d'épargne va mettre du fric dans des fonds pourris aux États-Unis, qui continuent à être les banques françaises, qu'elles soient des banques de dépôt et pas de placement financier. Jérôme Kerviel, il n'était pas clandestin. C'est des postes qui sont codifiés à la Société Générale. Il y en a 500 des Kerviel. C'est des mecs qui sont traders, qui bossent sur la spéculation. C'est des mecs qui ont pris l'argent du peuple pour l'investir au casino. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et ça, c'est comme les parachutes dorés. Quand le président Sarkozy dit on va arrêter, mais il va arrêter quoi? C'est des sociétés privées qui rémunèrent leurs dirigeants comme ils veulent. Alors, Dominique Strauss-Kahn, vaste sujet. En 2007, Libération disait « Le seul vrai problème de Dominique Strauss-Kahn est son rapport aux femmes. Il frôle souvent le harcèlement. C'est un travers connu des médias, mais dont personne ne parle. On est en France. » En 2007, Libération écrit ça. Aujourd'hui, manque de peau, il est aux États-Unis, et là-bas, il n'y a pas l'omerta qui est en France, et il se fait gauler. Avec la hongroise. Tu crois pas que c'est un sale coup qu'il lui a fait, Sarko? Il le savait, Sarko. Il l'envoie en Amérique, il se dit là-bas, il va se faire gauler, pépère. Non. Oh, si c'est ça, c'est bien vu. On va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine. On va passer aux champions de l'actu. Alors, on se concentre. Vous le savez, Jean-Marie Gustave Leclésio vient de remporter le prix Nobel de littérature. Qui peut me citer un seul de ses livres? On est plutôt people, nous. Bah oui. Eh bien,
Eh bien, question suivante. Bernard. Ouais. Guy. Écoute, j'ai lu un bouquin de lui, j'avais 18 ans et je me souviens plus. Ouais. Moi aussi, Ça t'a m'avait marqué, pas marqué, non. Ça t'a marqué, oui. Non. Alors, je vais vous donner des titres de bouquins de Leclésio au cas où ça vous amuserait de les acheter. Le procès verbal, Désert, Ritournelle de la faim, faut dire c'est pas terrible. Hein. Urania, l'Africain et la quarantaine. Gros triomphe, là. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a demandé que l'on retire de la vente? L'autocollant recommandé par l'Élysée sur les albums de Carla Bruni. Nicolas Sarkozy, les SMS interdits. Le site www.nicolasarkozy-nous-a-bien-baisé.com. La poupée vaudou Nicolas Sarkozy ou les échasses Nicolas Sarkozy. La poupée. La poupée vaudou. J'ai l'impression qu'il a décidé maintenant de... Voilà, contrairement à Chirac ou à Mitterrand, pour qu'il n'y ait pas trop d'injures au président de la République, lui, il a décidé d'attaquer à chaque fois. Ouais, il fait l'attaque et il a raison. Non, mais là, ça, c'est une... Non, peut-être que là, ce qu'on peut reprocher, c'est que les mecs fassent du fric là-dessus, on s'en fout. Ouais. Mais sinon, c'est plutôt drôle. Tu peux piquer où tu veux. Moi, je l'ai vu, la poupée. Il y a écrit talonnette. Tu peux piquer les talonnettes. Tu peux piquer... Enfin, tu vois, ça, c'est marrant. Vous attaquez, Bernard, vous? Non. Vous n'avez pas attaqué jusqu'à maintenant. Pourtant, on en a dit. Hein. Quel est le surnom de Franck Ribéry en Bavière? Napoléon, Der General, R. Ribé, Kaiser Frank ou Picasso? Kaiser Frank. Oui. En hommage à Beckenbauer. Ah, c'était Beckenbauer. Ah ouais. Bien, là, tu aurais pu le marquer, celui-là, Bernard. Non, franchement. Hein. Attention, concentre-toi. Carla Bruni a déclaré « Je n'ai plus le droit d'être en talons, de gauche, insolente ou en contact avec mes ex. » En talons? En talons. Non. Insolente. Ouais, bravo. Je ne l'ai jamais franchement trouvé insolente. Hein. Non, jamais très insolente. En revanche, elle a été en talons, elle a été de gauche, elle a été en contact avec ses ex. Ouais. Avec qui Sylvain Augier a-t-il refusé de coucher à ses débuts? Michel Drucker, Guy Lux, Yves Mourouzi, Bernard Montiel ou Hervé Bourges? Il y a une bonne réponse là-dedans. Et c'est pas Hervé Bourges, je le dis tout de suite. Bernard Montiel, non? Ou ça pourrait, mais c'est pas ça. Yves Mourouzi, probablement. Yves Mourouzi, bravo. Il a refusé de coucher avec Yves Mourouzi, qui était assez courageux, parce que Yves était bel homme. Bon. Qui a dit « La pudeur, la décence, ça fait partie de mon éducation » Evelyne Thomas, Clara Morgan, Ophélie Winter, Christine Bravo ou Rachida Dati? Bernard? Rachida Dati. Rachida Dati, bravo. Et voilà. Dans l'émission d'Arlette Chabot. Bah, c'est un peu vrai, hein? Ouais, un peu. Alors attention, qui est en tête, Stéphane? Guy Carlier est en tête, vraiment. Mais ça n'a aucune importance, puisque maintenant il y a le banco. Celui ou celle qui répondra à cette question sera champion de l'actu cette semaine. Et c'est pas rien. De qui Nicolas Sarkozy parlait-il quand il disait la semaine dernière « À part parler anglais, elle ne sait rien faire ». Bernard le sait, mais il ne le dira pas. Bah, tu sais bien qui c'est? Oui. Tu ne le diras pas? Non. Pourquoi? Elle a son Je veux que Guy gagne. Elle est ministre. Lagarde. Ouais. Guy Carlier, bravo. Tu pensais pas à ça? Tu croyais qu'il parlait de Carla Bruni, toi? Moi, j'ai surtout entendu dire beaucoup de bien. Voilà, et la question punition de Bernard Laporte, évidemment, parce que vous avez perdu. Oui, c'est vrai que vous avez ramené un faux sac Vuitton de Chine? Ouais. Non. Bernard, non. Regarde-moi dans les yeux. Oui, je te regarde dans les yeux. Non. Bon, ben, ok. J'accueille maintenant Stéphane Guillon, mesdames, messieurs. Stéphane, bonsoir. Ça va? Ça va bien. Et maintenant, la semaine de Stéphane Guillon. Jeudi, en couverture de Libération, Rachida Dati portait une très jolie bague. Ah oui. Vendredi, démenti immédiat de Bernard Laporte. C'est pas moi qui ai payé la bague.
La Caisse d'épargne admet sa responsabilité dans la perte de 600 millions d'euros. Mais la classe, toujours, après t'avoir sodomisé, l'écureuil te serre la main. Affaire DSK, terrible déception pour les socialistes. Le dernier des éléphants possédait le métabolisme d'un lapin. Dans le Figaro, Bernard Kouchner et Éric Besson doutent que le coup soit parti tout seul. Effectivement, c'est pas parti tout seul. En tout cas, Dominique a de la chance. Il arrive à se faire pardonner avec 3 roses pourries achetées aux Chinois d'en face. Bravo. Il est fort. Il est fort. Il est très fort. Une indienne de 55 ans va serrer dans ses bras 15 000 personnes en 3 jours. Ah, c'est rien, qu'elle arrête de frimer. Au FMI, ils sont 80 000. Le compte bancaire de Nicolas Sarkozy a été piraté par 2 Sénégalais. Bah ouais. Brice Hortefeux, il fait le maximum. Mais il arrive parfois qu'il oublie 1 ou 2 Sénégalais. Il y en a tellement, c'est humain. Oh. On ne siffle pas Stéphane Guillon. Un minimum de respect. La prochaine fois, je fais évacuer les gradins. S'il faut que j'aille faire ma chronique en province devant un public exclusivement français, je le ferai. Moi, je suis comme vous, Bernard. Je me fais pas emmerder. Série noire à la fac de Jussieu. Après l'amiante, les peintures sont toxiques. Si vous sortez diplômé de cette université, plusieurs grandes institutions vous accueillent. Le Père-Lachaise, le cimetière Montmartre, le crématorium de Montreuil. La société Otis rappelle des centaines de boutons d'ascenseur radioactifs. Il faut les installer à Jussieu. Faisons les choses à fond. Lors d'une interview accordée à RTL, Sœur Emmanuelle avait déclaré ne pas aimer Carla Bruni. Enfin bon, c'est pas une raison pour lui mordre la main. Mais c'est plus fort que moi, je supporte pas qu'on dise du mal de Carla. Alors ça, c'est valable pour monsieur Alévèque, c'est valable pour monsieur Carlier, c'est valable pour tout le monde. Et toi, Bernard, tu m'ouvres pas, parce qu'à chaque fois que tu l'ouvres, tu fais une gaffe. On passe aux médias. Nikos chante à l'Olympia avec Lara Fabian contre le cancer. Il faut absolument qu'on arrive à soigner cette maladie. Nikos et Fabian en duo, c'est trop de souffrance. Trop de souffrance. Mardi, TF1 diffusait l'enquête corse avec Christian Clavier. Ouais. L'intrigue était grossière, c'est l'histoire d'un type, il y a eu une manif dans son jardin, 2 plantes sont piétinées, et comme il est pote avec le président de la République, le chef de la police est viré. Ça tient pas debout, dans la vraie vie, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Un téléfilm sur Guy Moquet va sortir, faut surtout pas raconter la fin, sinon on se fait chier. Vous voulez nous lire la lettre de Guy Moquet, non? Non. 8000 DVD de Gad Elmaleh ont été volés avant leur sortie. D'après Le Parisien, ils ont pris la marchandise la plus intéressante. C'est vrai, les voleurs ont laissé les DVD d'Arthur et de Franck Dubosc. Les salauds, ils étaient super bien renseignés. Et on termine par une image un peu triste. La retraite, un tournant difficile à prendre. Zidane transformé en pom-pom girl à Bercy. Ça fait de la peine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Écoutez Bernard, merci d'avoir été avec nous. Le nouveau Bernard Laporte, donc, qui fait très attention à ce qu'il dit. Ah, pas du tout, non. Vous n'avez pas, vraiment, vous n'avez pas... Là, je pense que ce soir, ça va, non? Il n'y a rien qui a été dit. Ils vont finir par plus rien dire. Déjà qu'ils ne font plus rien. Chaque fois que tu parles, maintenant, on t'accuse de déraper, donc, si tu veux. Bon, Bernard, courage, dans tous les cas. Oui. Hein? Rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an. Pour le bilan des 2 ans. Ouais. 2 ans. Et nous, on se retrouve après la pub avec Yasmina Kadra pour l'affaire Yasmina Kadra. Tout de suite.
Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriennes. Comme vous le savez, en P3, nous recevons l'auteur d'un essai, d'un document, d'un témoignage, d'un roman. Ce soir, Yasmina Khadra, bonsoir. Bonsoir. En compagnie de Christophe Alévèque et Guy Carlier. Voilà. Yasmina, bonsoir. Donc vous prénommez Yasmina. Comme quoi, il faut faire gaffe quand on chatte sur Internet, parce que t'es une Yasmina 93 et tu te retrouves avec un ex-commandant de l'armée algérienne. Il faut être extrêmement prudent avec ça. Non, en fait, c'est le prénom de votre femme, et à l'époque où vous combattiez les intégristes en Algérie, un éditeur français avait besoin d'une identité. Elle a donné ces deux prénoms, Yasmina Khadra. Et vous gardez ce prénom en hommage aux femmes arabo-musulmanes, dont vous dites finalement que la façon dont on les traite est sans doute une des causes des problèmes du monde musulman. Oui, c'est incontournable. C'est même, si on n'est pas prêt de sortir de l'auberge, c'est parce que la femme est constamment enfermée. Alors, non seulement vous êtes un ancien commandant de l'armée algérienne, mais également un écrivain à succès. Vous êtes traduit dans le monde entier, dans 34 pays. C'est quand même extraordinaire, ça s'applaudit. Rares sont les écrivains de langue française qui sont traduits dans 34 pays, voilà. Le Clésio. Le Clésio, voilà, dont on ne connaît pas les livres, alors qu'on connaît les livres de Yasmina Khadra. Alors, votre livre, Yasmina, s'appelle « Ce que le jour doit à la nuit ». C'est publié chez Julliard, et c'est des années 30 à nos jours, l'histoire de Jonas, fils de paysan élevé par son oncle des beaux quartiers, à travers cette histoire, un portrait romanesque de l'Algérie coloniale et des différentes communautés. Est-ce qu'on peut dire, pour résumer la situation, que c'est du Camus en rebeu? Non, non, je ne pense pas. C'est vrai que Camus compte beaucoup pour moi. C'est un très grand écrivain. Ça a été, d'ailleurs, c'est Camus qui a fait que je passe de mon rêve de devenir poète en arabe au rêve de devenir romancier en français. Oui. Donc, non, le problème de Camus, pour moi, un écrivain, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est la façon de dire. Et j'ai aimé sa façon de dire les choses. Il m'a beaucoup appris sur le plan littéraire, sauf que lui, il n'avait pas un regard assez lucide sur son Algérie à lui. Ouais. Et pour lui, l'arabe, il était toujours générique. On ne savait pas si c'était un Kabyle, un Chaoui ou un Tergui. C'est de l'arabe. Et puis, c'est quelqu'un qui se balade avec un couteau sous les selles et puis que l'on tue sur une plage parce que tout simplement, il faisait chaud. Ouais. Et je trouvais cette approche de l'Algérie très éloignée de la réalité algérienne. J'ai voulu un peu comme un néophyte qui répond à son maître, et j'ai invité Camus d'aller de l'autre côté, de voir... C'est ça, c'est Camus de l'autre côté du miroir. Oui. C'est un livre remarquable, vraiment, c'est bravo, je trouve. Merci beaucoup, merci. D'ailleurs, ce livre est un des plus gros succès de la rentrée, hein. C'est parmi les meilleures ventes, je crois que c'était vraiment... Vous n'êtes pas loin de 100 000 exemplaires. Et alors, lundi dernier, dans Le Parisien... vous piquez un coup de gueule en disant « Mon livre n'est pas dans la liste des prix. Toutes les institutions littéraires sont liguées contre moi. Je suis victime d'aberrations parisianistes. » Voilà. C'est une question que je pose. Pourquoi ? J'ai la chance d'être lu, d'être apprécié par des gens dans le monde entier. J'ai été salué par des prix Nobel, par les plus grandes plumes de tous les pays. Et je ne comprends pas pourquoi, à Paris, on essaie toujours de m'enfermer dans un cliché. Je n'ai jamais triché en littérature. J'essaie toujours de m'améliorer. Je ne dis jamais que je suis arrivé. Et j'ai une angoisse terrible du lectorat. J'essaie de lui faire plaisir parce que pour moi, la littérature, comme la culture, c'est un territoire de partage et non pas un territoire d'exclusion. Ça remonte, oui, ça remonte d'ailleurs à l'histoire de votre famille, parce que vous avez été dans l'armée, vous avez été commandant de l'armée algérienne, mais votre famille, vos ancêtres, des Bédouins qui avaient le sens de la tradition orale, du récit, etc. Donc on voit bien où ça... Et surtout le sens du grand respect pour l'homme. Ouais. Nous sommes des gens, nous sommes l'incarnation des scrupules. Vous savez, dans les Bédouins, ce n'est pas dans nos gènes de tricher, de trahir ou de renier quoi que ce soit. Et c'est peut-être là où ça a été toujours mon côté, ma vulnérabilité. Je pars du principe que tout homme est sincère jusqu'à preuve de sa mauvaise foi. Ouais. Voilà, ça part d'un bon sentiment. Mais je crois, Thierry, que d'abord, j'ai de l'admiration pour le fait que vous receviez un type qui parle de Camus dans votre émission, Grande Écoute, au moment où on nous saoule avec la culture, et la culture littéraire à la télé, c'est quoi? Qui tu vois dans les émissions littéraires? Tu vois Bernard-Henri Lévy et Houellebecq
qui sont là tous les deux à faire leur numéro d'égo. Tu vois PPDA qui sort son livre à la con, et ce type-là qui se réclame de Camus, etc., c'est la première fois que je vois, je ne savais même pas que vous existiez. Je vais acheter votre livre et je te félicite, Pierre. Alors, non mais c'est vrai que donc, Yasmina Khadra, malgré la qualité non seulement de ce livre, mais des précédents, n'est pas sur la liste des prix. Vous dites, en plus c'est terrible parce que je ne pense pas pouvoir écrire un livre meilleur que celui-là. C'est un livre que je porte depuis plus de 24 ans. Ouais. Il m'importait vraiment. C'était le livre que je voulais offrir aux Algériens des deux rives. Les Pieds Noirs et les Algériens. Pour moi, c'était la meilleure façon d'essayer de cicatriser les plaies, d'atténuer les traumatismes, de rapprocher les deux peuples. Je suis un peu utopiste. Mais j'ai toujours dit que l'utopie, c'est tout ce qui reste lorsque tous les rêves et les espoirs ont été conduits. Donc vous êtes extrêmement déçu. Voilà. Oui, beaucoup. D'autant plus que il y a quelque part cette façon de diaboliser l'autre qui me déplaît. Est-ce que le fait d'avoir été soldat est tout simplement, naturellement inexcusable? Moi, j'étais soldat à l'âge de 9 ans. Mon parcours, c'est un parcours exceptionnel. Un enfant de 9 ans enfermé dans une caserne pour devenir officier. Il est formaté pour devenir officier. Et vous arrivez, vous arrivez à dépasser ça pour devenir un écrivain mondialement reconnu. Et là, disons, le milieu littéraire français... Non, pas français, parisianiste. Il y a quelques années, j'étais beaucoup plus lu aux États-Unis. J'étais même best-seller aux États-Unis, en Allemagne, en Italie. La France arrivait en 4e position. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir récupéré mon doctorat ici parce qu'ils me lisent dans ma vraie langue, sans interprète. C'est l'essentiel. À la limite d'avoir un prix, Non, je crois qu'il y a un malentendu. Ce n'est pas le prix que j'ai réclamé. C'est la reconnaissance, alors. Non, même pas, je l'ai. L'élite parisianiste, vous la sodomisez. Non, mais... C'est pas grave, on s'en fout. Mais attendez, est-ce que vous pensez que le milieu littéraire parisianiste, comme vous dites, est-ce qu'ils sont racistes? Je préfère ne pas répondre à cette question. Moi, ce n'est pas le prix qui... Cette attitude me pénalise à l'échelle internationale. À chaque fois qu'on voulait m'honorer, il y avait ce doute, cette attitude parisienne qui jetait le trouble sur les esprits. Ils disent, bon, si Paris ne le consacre pas, c'est que cet homme cache quelque chose. Paris le sait, il ne veut pas le dire. Or, c'est faux. Moi, je voudrais bien qu'on dise ce qu'on me reproche. Il y a une hypothèse, c'est qu'ils soient racistes. Bon, pourquoi pas. Il y a une hypothèse, c'est qu'ils aiment vraiment pas vos bouquins, ce qui peut aussi arriver. Écoutez, moi, il y a des critiques qui sont là. D'ailleurs, la majorité... Très bonne critique dans la presse. Excellente critique dans la presse, absolument. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont assez honnêtes pour dire les mérites. Il y a des gens qui m'attaquent, et c'est vrai qu'ils m'attaquent sincèrement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas aimé le livre, et c'est tout à fait leur droit. Vous auriez aimé être sur la liste de quel prix? Non, pas le prix. Avec le prénom que vous avez, le féminin, c'était bien. Non, comprenez-moi. Ce n'est pas le prix que je réclamais. C'est cette disqualification systématique. C'est-à-dire, je ne suis même pas sélectionné. C'est comme si mon livre ne valait même pas le détour. C'est ça qui me blesse. Vous savez, pour moi, cette famille, c'est ma famille naturelle. Quand j'étais dans l'armée, la seule chose qui m'a aidé à traverser tous les déboires du monde, c'était la certitude d'un jour atteindre cette famille, cette lumière au bout du tunnel. Et quand j'arrive, elle me rejette. Dans l'armée, c'est excusable. Dans l'armée, j'étais exclu parce que j'étais romancier. Aujourd'hui, c'est dans la famille des romanciers, je suis exclu parce que vous êtes militaire. C'est horrible. Je n'arrive plus à accepter. C'est horrible. Bon, on est avec vous, Yasmina. Alors, ceci étant, vous savez bien que les prix littéraires sont truqués. Je crois que c'est tout le monde qui le sait, c'est le secret de Polichinelle. Le seul problème, c'est que moi, je me sens dans une situation inconfortable, puisqu'Albert Camus lui-même disait que se défendre, on ne peut pas se défendre sans faire l'apologie de soi. Si je commençais à me défendre, je vais devenir un mégalo. Mais sincèrement, M. Ardisson, citez-moi, à part peut-être Amin Malouf, ce prix Goncourt qui a mon audience internationale. Il n'y en a pas. Alors, j'ai une autre idée. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes chez Julliard, qui n'est pas une boîte qui ramasse des prix? Non, mais je sais pas, je cherche. Oui, on m'a dit ça. Il y a même des gens assez respectables qui m'ont dit qu'il faut impérativement changer d'éditeur. Mais moi, j'ai dit, je ne changerai jamais mes amis pour un prix. Ce sont des gens qui m'ont soutenu. Vous savez, quand j'étais en Algérie, pendant la guerre, dans les années 90, où lorsque personne n'osait aller en Algérie, il y a Bernard Barreau, qui est mon éditeur, qui est venu 2 fois en Algérie pour me rencontrer. Voilà, donc rien que pour ça, Alors, vous ne pouvez pas les planter, c'est bien, c'est honnête. Moi, je pense qu'en fait, il n'a pas la carte dans l'édition. Et je pense que son profil d'Algérien n'est pas le bon profil d'Algérien pour avoir la carte.
S'il avait été... Un Algérien pourchassé, c'est mieux qu'un Algérien qui était dans l'armée. Que le mec qui est dans l'armée. Donc s'il avait été victime, enfermé, même torturé, tu vois, par l'armée française ou quelque chose comme ça, et qu'il arrive, après, là, ce serait le mec dans le 6e arrondissement, ce serait le roi du monde, et il serait chez Grasset, ou, voilà, évidemment. Donc tu penses que c'est ça? C'est un problème de cas. Je sais pas, mais ça peut se récupérer. Inventez-vous une histoire de viol, un truc... Non, écoutez, Yasmina, ça vaut ce que ça vaut. Mais si vous voulez vraiment un prix, on peut vous donner le prix Salut les Terriens. C'était Salut les Terriens avec Bernard Laporte pour 1 an de gouvernement. Guy Carlier pour 8 ans de boucherie. Lundi soir sur Jimmy, produit par Bataille et Fontaine. Voilà. Christophe Alévèque pour Décodeur médiatique du 21e siècle. Chez Chifflet et compagnie. Yasmina Kadra, merci. Pour Ce que le jour voit la nuit, chez Julliard. Voilà. Je vous laisse avec mes amis de Groland Magazine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.